Voilà, là vous m'entendez comme ça? Oui. C'est bien, si c'est pas assez fort, trop fort, vous manifestez. Hein. Bien, nous voulons parler alors de la dépollution. Dépollution, habituellement, on pense à l'environnement et on n'associe pas forcément toujours l'économie à la pollution. Et pourtant, nous pourrions faire de nombreux parallèles. Et nous verrions que les processus qui sont dans la pollution, qui se passe dans la pollution de la nature, sont exactement les mêmes, procèdent des mêmes travers, on pourrait dire, que dans le domaine de l'économie. Par exemple, nous savons que les produits industriels peuvent générer un certain nombre de sous-produits ou de rebuts toxiques, souvent très toxiques. On parle également de produits toxiques dans le domaine de la finance. On a le nom qui est sorti le premier était le nom de junk bonds, des obligations pourries qui ont commencé à fleurir, si on peut dire, dans les années 70. Et à partir de là, on a vu de plus en plus de produits dont on redoutait qu'un jour ils fassent comme certains produits chimiques qui s'échappent d'un réservoir et qui polluent tout l'environnement. Et on est allé plus loin dans ce domaine avec la crise qui a commencé en 2007-2008, la crise des subprimes, dont vous avez entendu parler, et qui a mis sur le devant de la scène des problèmes fondamentaux inhérents à l'économie. Et cette crise des subprimes, au fond, qu'est-ce que c'était qu'un titre de subprime? C'était un titre qui avait perdu complètement son essence, son noyau interne. C'est-à-dire que, vous savez normalement, quand vous avez un titre, soit un bon de l'État, par exemple, ce qu'on appelle les bonds, les obligations d'État, ou bien vous avez une action d'une entreprise, d'une société cotée en bourse, par exemple, eh bien, ça représente réellement une part que l'on connaît, une part par exemple, du capital d'une entreprise. Avec les subprimes, nous avions non plus des parts de quelque chose, nous avions des dettes. Déjà, c'était très particulier. Ce que l'on vendait, on a fait des titres avec des dettes. Ce qu'on vendait, c'était les dettes. Mais on ne vendait pas une part d'une dette, on vendait une fraction d'un titre de dette. Et cette fraction d'un titre de dette était associée avec d'autres titres de dette qui étaient mélangés et qui créaient ensemble une sorte de nouveau titre, de nouveaux papiers que l'on vendait. Vous suivez le processus? C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de substance interne. On était dans quelque chose qui est analogue avec ce qui se passe dans une réaction atomique. Où c'est pas simplement quand on a une énergie, par exemple avec le pétrole, on produit, mettons, de l'électricité. Quand on produit de l'électricité de façon nucléaire, ça veut dire qu'on entre directement dans ce qui fait le noyau de la matière et on fait en quelque sorte éclater ce noyau. On a fait la même chose avec les titres. Et on a parlé de tsunami financier. À mon sens, on aurait pu parler d'un Tchernobyl financier. On aurait été plus proche de la réalité. Et de même qu'avec les déchets nucléaires, qui sont les déchets les plus polluants, dont on ne sait pas quoi faire et dont on sait qu'il faut des centaines, des milliers d'années dans certains cas pour
espérer qu'ils soient recyclés à un moment donné, qu'ils aient perdu leur pouvoir de nuisance, eh bien, pour mettre ces déchets, pour qu'ils ne puissent pas nuire dans l'immédiat, on est obligé de les mettre dans des coffrages. C'est-à-dire qu'on les isole totalement du reste de la nature et du reste de la vie. On les isole totalement pour empêcher la nuisance qui pourrait en résulter. Avec les subprimes, on a fait la même chose. On a créé des structures de défaisance. Donc, au lieu d'avoir des décharges, on a des défaisances. Structures de défaisance, c'est-à-dire des sortes de sociétés dans lesquelles on mettait, une banque par exemple, se défaisait de ses titres plus que pourris, qui étaient, on va dire, presque... toxiques Toxiques. Oui, mais toxiques nucléaires. Hein, le mot m'échappe là à l'instant. Et donc on les a mis, comme on met sous coffrage les déchets nucléaires, là on a mis ces titres toxiques, pourris, on les a mis dans ces structures de défaisance. On peut faire d'autres parallèles encore entre l'environnement et la pollution de l'environnement et la pollution de l'économie. Par exemple, dans l'agriculture, nous avons on met des engrais pour augmenter le rendement. Le but est d'avoir un rendement supérieur à ce qu'on aurait sans les engrais naturels. On voit avec le temps que ça fonctionne de moins en moins. Qu'il faut mettre de plus en plus d'engrais pour obtenir les rendements que l'on escompte. On a aussi des choses qui permettent d'augmenter les rendements dans la finance. Et c'est le but même de la financiarisation de l'économie, c'est de faire la même chose qu'avec les engrais dans l'agriculture, augmenter les rendements. Il y a aussi des pousses, des herbes que l'on n'aimerait pas avoir dans l'agriculture, et pour ça on utilise des désherbants. Qu'est-ce que c'est qu'un désherbant? Deux plantes sont en concurrence et on détruit l'une des plantes pour qu'elle ne fasse pas concurrence à l'autre. La concurrence que nous avons en économie actuellement ressemble de plus en plus à la façon dont on procède avec l'agriculture. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans des coopérations, mais on est dans une sorte d'élimination de l'autre, et si on ne peut pas éliminer l'autre, alors qu'est-ce que l'on fait? On l'absorbe, on fusionne avec lui, éventuellement on lance ce qu'on appelle une OPA, une offre publique d'achat, pour s'emparer totalement, mettre la main sur le concurrent. Dans l'agriculture, on a aussi, à un moment donné, eu l'idée, au lieu de passer complètement à une agriculture saine, respectueuse de l'environnement, on a voulu faire quelque chose d'intermédiaire et on a développé le concept d'agriculture raisonnée. Dans la finance, il y a la même chose. On appelle ça, vous serez peut-être surpris, la finance éthique. La finance éthique est de même nature et procède du même mode de raisonnement que l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire, on ne veut pas totalement amener ce qui serait sain pour la terre ou pour l'économie. On trouve un intermédiaire et l'on soulage sa conscience
en se disant que l'argent va aller vers quelque chose d'éthique. Mais ce dont on ne tient pas compte, c'est que cela reste toujours quelque chose basé sur le même mode de pensée, sur la même approche que celle qui est présente dans l'économie traditionnelle et que nous allons essayer de voir un peu plus en détail. En fait, de quoi s'agit-il avec Est-ce qu'on peut remonter à la cause des causes, à ce qui est à l'origine? Quel est le phénomène primordial qui caractérise la financiarisation et qui la rend possible? Ce phénomène, en fait, il tient en un mot, c'est l'accumulation. C'est le fait que l'argent puisse, à un moment donné, s'accumuler. Et vous allez voir que c'est une question qui n'est pas simple et qui nécessite de raisonner d'une toute autre façon qu'on le fait habituellement. Mais avec ce qui se passe dans l'économie, avec on peut parler, je crois, de maladie de l'économie, une forme de cancer de l'économie, avec ce qui se passe dans ce cancer, nous allons être de plus en plus contraints de trouver de nouvelles solutions et donc de penser complètement autrement. Et si vous regardez ce qui se passe, ce qui est proposé par les gouvernements, ce qui est proposé par les spécialistes de l'économie, eh bien, rien de fondamental n'est amené sous forme de nouvelles conceptions, de nouvelles idées. On trouve essentiellement une tentative de régler les mécanismes de la machine. On veut agir sur une vis ici, sur un boulon ici, et on espère pouvoir redémarrer la machine. Parce qu'on conçoit l'économie comme un mécanisme. Et si vous lisez tous les livres d'économie, des plus simples aux plus compliqués, vous verrez que tous procèdent de la même façon. Nous ne pourrons pas détailler tous les aspects de cette conception mécaniste de l'économie, mais nous allons voir un aspect qui est très très actuel et qui est lié à cette tendance à l'accumulation qui a à faire avec les intérêts. Ce qu'il faut voir au départ, c'est que la monnaie, qui à l'origine était une marchandise, est prise dans une tension permanente entre ce pôle de la marchandise et de l'autre côté, l'unité de compte. C'est-à-dire qu'elle sert à témoigner d'un échange et elle sert à comptabiliser l'échange. Si nous avions du temps, et c'est ce que l'on fait dans les séminaires sur la monnaie, nous pourrions regarder en détail comment, avec le temps, l'évolution de la monnaie s'est faite de telle façon que la monnaie soit de plus en plus dématérialisée. C'est-à-dire qu'elle devait perdre son caractère de marchandise. Mais en réalité, nous avons beaucoup de mal à lâcher nos conceptions anciennes pour se lancer un petit peu dans le vide, et nous conservons toujours cette conception que nous avons un certain stock de monnaie dans notre portefeuille, sur notre compte en banque, dans le bilan total des banques, dans le bilan des entreprises, etc. On considère qu'on a un stock de monnaie, comme on pourrait avoir un stock d'une certaine marchandise ou un stock d'or. En réalité, nous devrions nous efforcer de voir que la monnaie devrait être considérée aujourd'hui comme une unité de compte, c'est-à-dire, de plus en plus,
elle devrait avoir tendance à être de la comptabilité. Comment? Nous allons essayer de le voir un petit peu sans entrer trop dans les détails et sans faire des choses trop compliquées. Je prétends que l'économie peut être comprise par tout le monde. Il faut simplement ne pas utiliser des termes trop complexes et prendre le temps de développer les choses. Donc la première tendance qu'il y a, donc je reprécise, hein, vous voyez cette tension entre monnaie marchandise et monnaie unité de compte. Comment résoudre ce problème-là? Et pour cela, il faudrait que nous regardions en tout premier lieu ce qui se passe avec l'intérêt, car c'est avec lui que commence la tendance à l'accumulation. Regardons par exemple le cas d'un prêt immobilier. Prenons un appartement qui serait acheté sur Genève, ici, mettons un 4 pièces, qui nécessiterait un prêt de 700 000 francs. Prenons un taux d'intérêt de 3,5%. On a eu quelquefois des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Le prêt dure 30 ans, ce qui nous donne des mensualités de 3 140 francs, à peu près. Si nous avions emprunté à taux zéro, toujours durant 30 années, les mensualités seraient de 1940. La différence, ça fait 1200 francs. Ça veut dire que quand vous faites un emprunt, chaque mois, vous payez 1200 pour les intérêts versés à la banque. Autrement dit, 1200 par rapport à 1940, si vous aviez pu emprunter sans intérêt, 1200 par rapport à 1940, ça fait 61%. Ça veut dire que le taux, vous vous dites un taux de 3,5, c'est pas beaucoup. En réalité, les mensualités que vous payez sont 61% supérieures à ce que vous payeriez si vous n'aviez pas d'intérêt à payer. C'est énorme. L'économiste allemand Helmut Kreutz, dans son livre qui s'appelle Le syndrome de la monnaie, a évalué que lorsque nous achetons un produit, quel qu'il soit, nous payons dans ce produit les intérêts de tous ceux qui, le long de la chaîne, ont dû emprunter. Dans toute la chaîne de production, jusqu'à ce que le produit arrive dans le magasin, y compris le magasin lui-même, qui doit payer peut-être pour son loyer. Dans chaque loyer, les intérêts sont inclus, etc. Donc il y a une partie incorporée, non visible, des intérêts dans tout objet que nous achetons. Il a calculé que ce montant d'intérêt incorporé était de 33% environ. Rendez-vous compte que 33% de notre pouvoir d'achat part dans les intérêts. Il y a quand même intérêt à s'occuper de cette question. Regardons maintenant la dette des pays du Sud. Le comité d'annulation de la dette du tiers-monde, impulsé notamment par Éric Toussaint, qui a fait un très très gros travail et qui a écrit des livres très très intéressants sur la dette, et notamment la dette du tiers-monde, mais pas seulement, aussi la dette des pays ici, nos pays.
il a calculé combien les pays du tiers-monde ont dû payer depuis 1980. Pour chaque dollar emprunté en 1980, jusqu'à 2005, les pays du tiers-monde ont remboursé 8 dollars. Vous avez bien entendu, hein. Pour 1 dollar emprunté, ils ont remboursé 8 dollars. Et ils en doivent encore 5. Vous vous rendez compte? Non, il faut l'expliquer. Bien, quand vous ne pouvez pas rembourser, vous devez emprunter pour pouvoir rembourser. Ah bah. Et donc vous vous endettez de plus en plus. C'est tout simplement effrayant comme chiffre. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je le fais un peu plus dans mon livre, mais Thomas Sankara, qui a été assassiné peu de temps après avoir prononcé un discours célèbre à l'ONU, a parlé de criminalité financière en parlant de ça. Comment se présente maintenant la situation? Parce que ce sont les pays du tiers-monde. On peut dire c'est loin de nous. Et c'était loin de nous. Il n'y a pas si longtemps, tant que nous faisions comme l'autruche, que nous mettions la tête dans le sable. Mais maintenant, nous ne pouvons plus faire ça ici, dans nos pays. La Suisse est encore protégée. Elle a un déficit, un montant de dette qui ferait rêver la plupart des pays occidentaux et le Japon. Mais si on regarde le reste de l'Europe, on se rend compte, et si on regarde les États-Unis, c'est encore pire, on se rend compte que la dette est tout simplement faramineuse. Mais à quoi est due cette dette? Si vous prenez le cas de la France, en 2012, la dette française est de 1830 milliards d'euros. Environ, hein, on n'est pas au centime près. Hein. C'est-à-dire que ça représente 90% du produit intérieur brut. Donc bien au-delà des fameux critères de Maastricht où on devrait normalement ne pas excéder 60% de dette cumulée pour 60% du PIB, du produit intérieur brut. Les intérêts qu'a payé la France depuis 1973 jusqu'à 2012 s'élèvent à 1425 milliards d'euros. La différence est donc à peu près de 400 milliards. C'est ce qu'aurait la France, en théorie, si elle n'avait pas payé d'intérêt. La France aurait une dette de 400 milliards d'euros. Et à mon avis, elle serait inférieure à ça. Ça, c'est simplement le chiffre brut calculé théoriquement. Parce que, avec un si petit déficit, avec si peu d'argent consacré à ce qu'on appelle, avec humour, le service de la dette, donc le paiement des intérêts, si la France n'avait pas dû consacrer 1425 milliards à rembourser, à payer les intérêts de la dette, elle aurait pu impulser des choses dans l'économie qui auraient permis d'avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat dans les populations où il n'y a visiblement plus de pouvoir d'achat, ou très peu. Ces chiffres-là devraient nous faire grandement réfléchir sur ce qu'est la notion d'intérêt. C'est-à-dire une ponction permanente sur les forces vives, les forces économiques vives d'un pays. 33% sont ponctionnés chaque jour, chaque minute, à l'économie réelle, pour alimenter cette économie qui consiste
à gagner de l'argent avec de l'argent, qui consiste à faire travailler l'argent, qui consiste à faire, comme on disait avant, à ce que l'argent fasse des petits. La chose avait été dénoncée fortement déjà par Aristote en son temps, et cela a été repris tout au long du Moyen-Âge, et c'est ici, dans cette ville, à Genève, que l'on a fait sauter le verrou des intérêts. C'est ici que, sous l'impulsion de Calvin, je ne veux rien dire par rapport à tout le reste qu'il a fait, je parle simplement du point de vue économique, il a libéré la possibilité de prêter avec intérêt ce qui était interdit par l'Église catholique. C'était interdit qu'un chrétien prête de l'argent. Ici, à Genève, le prêt à intérêt est devenu une chose reconnue par l'Église réformée et encouragée. Et cela s'est développé à partir de là, très très fortement. Au moment où on était en train de basculer dans une organisation du monde et une culture très très différente, c'est-à-dire à la Renaissance, on a donné libre cours au prêt avec intérêt, et depuis, le monde, d'une certaine façon, en paye le prix. Et ce prix est très très élevé. Mais vous voyez que maintenant, dans nos pays occidentaux, ce qui avant était en train de mettre à genoux les pays sous-développés, c'est en train de se produire ici, chez nous. Et l'économie ne manque jamais. Vous voyez, souvent on pense que l'économie, c'est le mal, c'est le diable. Si on pouvait avoir une économie, une société sans économie et sans argent, nous serions bien. Beaucoup de gens pensent ça. Je suis d'un avis tout à fait contraire. Je pense que l'économie est quelque chose de très très sain et de très utile. Seulement nous avons perdu de vue ce qu'est une économie en bonne santé. Parce que des facteurs polluants sont rentrés dans l'économie. Mais de même qu'un sol qui a été abreuvé d'engrais, vous ne pouvez pas, et qui donc est malade, n'a plus de vers de terre, n'a plus d'humus, etc., comme on connaît ça maintenant très très bien, eh bien, de même qu'on ne peut pas dire ça c'est un sol, ce n'est pas caractéristique d'un sol, de même l'économie que nous avons n'est pas caractéristique de l'économie, ça n'est pas l'économie. Et c'est très important de réaliser ça. Ce que nous appelons l'économie, et chaque fois que je donne des séminaires ou des cours d'économie, souvent je demande qu'est-ce que c'est l'économie? Et souvent les gens me disent c'est l'argent. Et ils sont tous surpris quand je leur dis mais l'argent ne fait pas partie de l'économie. Si l'argent fait partie de l'économie, alors l'argent redevient marchandise, ce qu'elle était à l'origine. Mais nous n'avons pas su nous libérer de cet aspect de l'argent en marchandise, et de ce fait-là, l'argent est resté au sein de l'économie, et vous avez par exemple un marché monétaire où l'on vend chaque jour, chaque seconde, du yen contre du dollar contre de l'euro contre du franc suisse, etc. Des milliards. Chaque jour, chaque minute. Des centaines, des milliers de milliards. Si je dessinais la bulle, la sphère de l'économie réelle, je ferais à peu près ça. Un cercle à peu près comme ça. Si je dessinais la sphère de l'économie spéculative, je ferais un cercle à peu près comme ça, de cette taille-là. Vous voyez?
un petit cercle et un grand cercle. Entre 3 et 5% des échanges de monnaie qui se font dans le monde chaque jour sont pour l'économie réelle. Le reste, 98 à 95%, sont pour l'économie virtuelle. Vous voyez la maladie? Il y a donc une activité immense dans cette sphère-là, des échanges qui se font au quart, au centième de seconde, qui sont mesurés au centième de seconde. Maintenant, les ordinateurs permettent de faire ça. C'est une prolifération d'activités, et plus ça marche, plus on dit que l'économie va bien. Et aujourd'hui, la bourse de New York, Wall Street, a rattrapé et a dépassé maintenant son retard. Ce qu'elle avait, après la chute suite à la crise des subprimes, elle était tombée à environ, on va dire, 6 000 points. De 14 000, elle était tombée à 6 000, et maintenant elle est à 16 000. L'économie américaine ne va pas bien, l'économie européenne va mal, et la bourse remonte. Et on a l'impression que ça redémarre. Et on espère que ça va entraîner l'Europe de cette façon-là dans le sillage. Mais ce qui a redémarré, c'est la bourse. Ce n'est pas encore l'économie réelle. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, même quand il y avait une croissance de 3-4%, il y avait quand même 40 millions de pauvres aux États-Unis. 40 millions de pauvres. Sans compter les chômeurs. Comment peut-on dire d'une économie qu'elle va bien quand elle génère ou qu'elle laisse sur le bord de la route 40 millions de personnes? En Europe, nous commençons à avoir des chiffres qui entrent dans ces zones-là. Cette prolifération, en fait, on pourrait la comparer à celle qui se fait dans une mare qui n'est plus alimentée par de l'eau qui coule par un ruisseau, par exemple. La mare est coupée du reste. Comme l'économie spéculative se coupe de l'économie réelle. Et dans cette mare commence alors à proliférer quantité d'organismes. Et il y a une activité biologique qui s'accélère. Mais plus cette activité biologique s'accélère, des micro-organismes, etc., qui se développent là, des algues notamment, plus s'accélère cette activité biologique, plus la mare se rapproche de sa mort. L'eau va mourir. Et on peut se demander si nous n'avons pas la même chose dans le domaine de l'économie. Ça veut dire qu'il faudrait empêcher, prendre le problème à sa source et empêcher que la monnaie puisse s'accumuler, que l'argent ne s'accumule pas. Et c'est là-dessus que je travaille, c'est là-dessus que je fais des recherches, et c'est là-dessus que portera mon livre « Dépolluer l'économie », avec cette révolution dans la monnaie où je montre qu'au fond, du point de vue économique, pas du point de vue éthique, moral, etc., du point de vue économique, pour que l'économie soit en bonne santé, il est nécessaire d'avoir 3 circulations monétaires. Avec la même unité monétaire, c'est-à-dire qu'en Suisse, 3 circulations monétaires avec le franc suisse, en France avec l'euro, etc. Mais des modes de circulation monétaire. Et la première de ces circulations monétaires, ou la seconde, on pourrait dire, celle qui découle de tout ce que je viens de dire par rapport à l'intérêt, elle concerne le prêt. La possibilité de prêter sans intérêt. Si vous évoquez cette question à un moment donné, si par exemple il y avait un mouvement en Suisse pour dire maintenant on va supprimer l'intérêt,
qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il viendrait tout de suite ce qui se passe partout, dès qu'il y a une menace de remise en cause du fonctionnement du système, c'est que quelques économistes bien intentionnés viennent faire un petit briefing aux décideurs gouvernementaux en leur disant: si vous faites cela, les capitaux quittent immédiatement le pays, votre monnaie va perdre de sa valeur et votre économie sera par terre. Et le pire, c'est qu'ils ont raison. Et là, il est important, je crois, à ce stade, de faire bien la différence entre les bonnes intentions et un véritable raisonnement économique. Car des mouvements très très importants dans le monde se sont en quelque sorte cassés les dents sur cette simple phrase: si vous faites les réformes que vous avez prévues, les capitaux quitteront le pays. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Il y a deux moments historiquement où cela s'est passé. C'est très bien décrit dans le livre de Naomi Klein, que je vous recommande de lire, bien qu'il soit très épais, La stratégie du choc. Très très édifiant ce livre pour comprendre les mécanismes de la société. On peut le lire en étant de plus en plus déprimé page après page, parce que ce qu'on lit est tout simplement terrifiant, et en plus, on sait que c'est vrai. Mais on peut aussi le prendre comme un facteur d'éveil à la lucidité. Et plus on est lucide, plus on a de force en réalité. Dans ce livre, Naomi Klein, La stratégie du choc, donc, elle décrit deux moments. Le premier, c'est quand Solidarność est arrivé à la tête, est arrivé au pouvoir en Pologne, et qu'ils avaient comme projet, vous le savez, de installer l'autogestion dans les entreprises. En une nuit, le ministre des Finances a été pris en tête-à-tête par les envoyés des organismes internationaux, financiers internationaux, le Fonds monétaire international notamment, et tous ceux qui sont les disciples de l'économiste Milton Friedman. Ces gens-là, ces jeunes loups de l'économie, formés à Chicago, à l'école de Milton Friedman, on les appelle, vous le savez sans doute, les Chicago Boys. Eh bien, ces Chicago Boys, ils ont pris les décideurs polonais pendant une nuit et ils ont parlé avec eux en simplement déclinant sous toutes les formes possibles cette phrase: si vous réalisez votre projet, les capitaux quitteront le pays. Le lendemain, Solidarność avait complètement retourné sa position et abandonné son projet d'autogestion des entreprises. Il s'est produit exactement le même phénomène dans les mêmes conditions pour le même projet lorsque l'African National Congress, le Congrès national africain d'Afrique du Sud, donc Nelson Mandela et toute son équipe, sont venus au pouvoir et qu'ils avaient créé quelque chose d'absolument extraordinaire et ils espéraient pouvoir amener l'autogestion dans les entreprises. Et exactement de la même façon, ils ont dû faire machine arrière. Donc vous voyez, je n'invente rien, je ne fais que décrire des choses qui se passent régulièrement dans l'économie. Et si vous suivez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous suivez certaines modifications dans le projet présidentiel en France, le projet de François Hollande, vous verrez qu'il en est exactement de même, et pour les mêmes raisons. Donc la question est, et c'est une question vraiment très profonde, peut-on se passer
des apporteurs de capitaux. C'est-à-dire, comment faire pour avoir de la monnaie, pour financer les entreprises qui veulent se développer, comment le faire? Car c'est une nécessité que les entreprises puissent créer une nouvelle usine, par exemple, ou bien qu'une nouvelle entreprise se crée. Et si vous regardez ce qui est à votre gauche, en gris sombre, vous avez les droits à consommer. Moi, je ne parle plus de monnaie, je parle de droits à consommer. Des droits à consommer résultant de l'activité actuelle de l'économie. Il est nécessaire qu'à droite, il y ait aussi un montant de droits à consommer qui soit mis à disposition des entreprises nouvelles qui veulent se créer ou celles qui veulent développer leur activité, qui ont besoin de financement pour ça. Il faut donc une monnaie de financement. Comment faire? Aujourd'hui, la monnaie de financement vient toujours d'où? Elle vient toujours, si on regarde ça au fond, d'un acte passé de l'économie qui a conduit à une accumulation d'argent. C'est-à-dire que nous sommes tournés totalement vers le passé. Et nous dépendons de ce passé et de ceux qui ont eu la possibilité de pouvoir accumuler cet argent. Il se peut très bien qu'il l'ait accumulé de la façon la plus honnête possible. Ça existe. Et ça existe même souvent. Et ça, je tiens aussi à le souligner, beaucoup de personnes qui mettent à disposition de l'argent pour le développement des entreprises le font en ayant l'impression de faire un acte tout à fait nécessaire pour l'économie et avec la meilleure conscience possible, ils le font. Vous comprenez? Souvent on dit oui, il y a ceux qui ont l'argent et on emploie des qualificatifs que je n'oserais pas prononcer ici. Mais ça n'est pas le cas. Tout le monde est pris dans une sorte de système qui fonctionne et qui entraîne tout le monde là-dedans. Et je ne veux absolument pas faire de morale en disant il y a les bons et il y a les méchants. Il ne s'agit pas de ça. Nous parlons d'économie. Il faut donc raisonner de façon économique et voir que l'économie conduit elle-même au fait que l'intérêt est destructeur, désorganisateur pour l'économie et qu'il faut donc trouver les moyens de créer une économie qui puisse se passer de l'argent accumulé préalablement. Est-ce possible? Ça existe déjà. Les crédits accordés par les banques, 92%, c'est de la création monétaire plus récente. Je viens là-dessus. Oui, c'est... oui, justement, parce que et c'est ça que l'on a, à mon sens, pas compris dans l'économie. C'est-à-dire qu'on reproche aux banques de faire de la création monétaire à partir de rien. Entre 92 et 95% qui est fait. En réalité, bon, on ne va pas discuter sur les chiffres, mais c'est à peu près dans ces zones-là. Donc, les banques créent, et on dit qu'elles créent de la monnaie ex nihilo, ce qui en latin veut dire à partir de rien. On a l'impression que c'est un coup de baguette magique et que les banques créent comme ça. Et voyez-vous, dans les milieux alternatifs, c'est un des points de départ que l'on prend pour dire qu'il faudrait procéder tout autrement. Et vous avez un film qui a été énormément visionné sur Internet. Vous pouvez, si vous tapez sur un moteur de recherche l'argent dette de Paul Grignon, vous verrez décrit ce phénomène. Le problème, c'est que ce film
est truffé d'approximations et d'erreurs que l'on pourrait bien détailler si on avait le temps. Ça sera intéressant de visionner ce film et de voir toutes les erreurs qu'il contient. Et ce film façonne toute une partie de la pensée alternative, comme si la création monétaire se faisait ex nihilo, et comme si elle était un problème, alors que toutes mes recherches me conduisent à dire que c'est le remède. Mais cette monnaie n'est pas créée ex nihilo, à partir de rien, et c'est là l'une des erreurs les plus importantes. Sur quoi est basé l'argent que prête un banquier et qu'il n'a pas en caisse, qu'il va faire apparaître sur votre compte en banque si vous empruntez 10 000 pour acheter une voiture, si vous empruntez 100 000 ou 200 000 pour créer une entreprise. Qu'est-ce qui fait la valeur de cet argent? Est-ce que c'est basé sur rien? Sur quoi est-ce que c'est basé? C'est basé non pas sur le passé, mais sur le futur. C'est basé sur ce que le banquier estime de votre capacité à rembourser. C'est-à-dire, si votre projet se réalise, c'est cela qui donnera sa valeur à l'argent qui aura été créé. Et ça, c'est la réalité économique. Car si toutes... Vous savez, aujourd'hui, on veut modifier les choses dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la finance. On dirait qu'il faut prendre des mesures. Et au moment de la crise des subprimes, on a dit qu'il faut renforcer les règles qui régissent les fonds que doivent avoir les banques en garantie, les fonds propres que doivent avoir les banques en garantie de leurs prêts. Mais c'est une illusion totale. Prenons un cas extrême, que tous les projets aillent à l'échec. Les fonds propres, ou même la moitié ou le tiers des projets, les fonds propres des banques ne suffiront jamais à compenser la perte de ces prêts qui n'ont pas donné lieu à des entreprises qui ont fonctionné. Donc on est dans une illusion totale avec ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, les accords de Bâle III, où l'on pense que l'on va assainir le système financier parce que l'on aura augmenté la part de fonds propres que doivent avoir les banques pour faire face à leurs crédits risqués. Mais voyons le fait, parce qu'on croit toujours qu'il faut qu'il y ait de l'argent du passé, accumulé du passé, pour enclencher le futur. En réalité, il est tout à fait possible d'accentuer le phénomène de création, non pas d'une masse monétaire, mais de droits à consommer, des droits à consommer qui seraient attribués à un entrepreneur qui a un projet. Et vous allez voir que c'est là que quelque chose d'humain, au lieu d'une mécanique, peut intervenir dans l'économie. Car les facultés dont devront faire preuve les banquiers seront des qualités éminemment humaines. Ils devront montrer la capacité à évaluer la faisabilité d'un projet. Et la faisabilité d'un projet, ce sont des chiffres qui sont dans un plan financier, un business plan, comme on dit, mais pas seulement. Ce que doit apprendre à évaluer un banquier, c'est, j'aimerais dire, le poids humain des entrepreneurs et leur capacité à mettre en musique la partition qu'ils ont mis ou les chiffres qu'ils ont mis sur leur business plan.
là, on aurait quelque chose d'essentiellement humain et qui exigerait une formation tout à fait autre des banquiers. Au lieu d'en faire des techniciens qui, certaines fois, ne regardent même pas la personne qu'ils ont en face d'eux, nous aurions des êtres qui devraient apprendre à percer l'humain à jour dans ses capacités d'entrepreneur. Et dans ce cas-là, un prêt pourrait être débloqué qui serait au moins aussi fiable que tous les prêts qui sont faits actuellement et qui n'aurait pas besoin de recourir à l'intérêt. Mais cela suppose à ce moment-là que l'on introduise la notion de service public de la monnaie. Parce que bien sûr, comment financer une banque si elle ne peut plus demander des intérêts? Elle peut demander des frais comme le font les banques déjà aujourd'hui. Les mécanismes existent, il n'y a rien à réinventer de ce côté-là. Mais ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait de l'argent public et qu'on reconnaisse comme une nécessité de l'économie qu'il y ait une possibilité de financement, que c'est un service public que de financer les entreprises. Mais j'ai bien parlé de service public, mais pas de service étatique. Et là, je fais une grande différence avec la notion que j'ai développée de service public de la société civile. C'est-à-dire des organisations, des instituts de financement, par exemple, qui sont créés par des citoyens eux-mêmes, avec un cahier des charges de service public. Je n'entre pas dans le détail maintenant, mais vous pourrez trouver ça dans mon livre et également sur mon site Démocratie évolutive, où je le décris dans le domaine de l'éducation, et maintenant je viens de développer ça pour le domaine de la monnaie, avec les 3 types d'institutions monétaires dont je parle pour les 3 circulations monétaires. Je viens de vous très courtement de vous décrire les instituts de financement. Nous avons également, si c'est possible, à la fin, vous gardez bien votre... Parce que je ne suis pas sûr de rester aussi jusqu'à la fin. Oui, mais si possible, j'aimerais aller jusqu'au bout parce que sinon le temps est très court. Il y a aussi des personnes qui doivent partir, qui ont un train, et donc je préfère qu'elles aient la totalité, si ça vous va. Et donc la deuxième circulation monétaire, c'est au fond la première, c'est celle avec laquelle on commence tous les jours. C'est la monnaie qu'on utilise pour faire nos achats, pour payer tout ce que l'on a à payer chaque jour. Je l'appelle la monnaie de consommation. Et cette monnaie de consommation, elle pourrait être gérée par ce que j'appelle les banques de monnaie de consommation, qui seraient des banques aussi de services publics, non étatiques, et qui seraient impulsées, gérées par la société civile, avec des contrôles extrêmement précis, notamment des différents cercles que je prévois, dans lesquels interviennent des organisations non gouvernementales, des ONG. Donc ces organismes, elles géreraient la monnaie, les dépôts, ce seraient des banques de dépôts, qui seraient bien sûr, comme les instituts de financement, des organismes sans but lucratif. Elles auraient plusieurs caractéristiques qui changeraient complètement leur rôle et leur fonctionnement par rapport à ce que nous connaissons comme les banques de dépôt. Notamment, elles ne pourraient pas utiliser l'argent des dépôts pour quoi que ce soit dans leur fonctionnement. Elles ne toucheraient pas à cet argent déposé. Cela irait même jusqu'au point que
l'argent dont elles ont besoin pour acheter des ordinateurs, des chaises, des bureaux, etc., cet argent-là ne serait pas dans un compte situé dans leur établissement. Elles devraient ouvrir un compte dans une autre banque de monnaie de consommation. Ce qui ferait une séparation totale entre les fonds de la banque qu'elle utilise pour son propre fonctionnement, payer les salaires, etc., et l'argent des déposants. Une cloison étanche, totalement étanche, devrait exister. Et tout à l'heure, j'ai dit que la monnaie devrait être une unité de compte et qu'il fallait trouver les instruments, la technique pour faire de la monnaie uniquement une unité de compte et éviter qu'elle ne s'accumule. Elle tendra toujours à s'accumuler, mais il faudra toujours prendre des mesures pour éviter cette accumulation. Si la monnaie est uniquement une unité de compte, elle est de la comptabilité. C'est ce qu'est en réalité la monnaie, de plus en plus. Mais on ne le voit pas. Et on n'en tire pas les conséquences. Mais vous allez, je ne peux pas le montrer jusque dans tous les recoins, mais vous allez le comprendre par un exemple. Aujourd'hui, on craint beaucoup que les banques fassent faillite. Vous avez vu comment c'était il y a quelques temps. Il semble que ça se soit calmé pour un certain temps. On verra combien de temps. Mais vous avez vu que déjà, il y a quelques mois en arrière, avec Chypre, de nouveau, des banques étaient sur le point de faire faillite et on a dû prendre l'argent des déposants, de ceux qui avaient plus de 100 000 €. On leur a ponctionné une partie pour éviter une déconfiture totale du système bancaire chypriote. Une banque de monnaie de consommation peut faire faillite sans aucun dommage pour les épargnants. Pourquoi? Elle n'a pas touché à cet argent. Et cet argent est de la comptabilité qui est enregistrée dans des comptes, dans la comptabilité de la banque. Une banque peut toujours faire faillite parce qu'elle n'a plus assez de clients, elle a des frais généraux trop importants. Même une banque de services publics, de monnaie de consommation, pourrait éventuellement s'arrêter. Que ferions-nous à ce moment-là? Nous ferions la même chose que nous ferions si un cabinet comptable, une fiduciaire, faisait faillite, cessait son activité. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on prend sur une clé USB la comptabilité de chaque entreprise et on la transfère vers un autre cabinet comptable. C'est aussi simple que cela. Donc on pourrait très bien prendre la comptabilité de la banque avec tous les comptes de dépôt, les montants inscrits sur des comptes des dépôts, et on transférerait ça même éventuellement par Internet ou par une clé USB, on transférerait ça dans un autre établissement bancaire, dans une autre banque de monnaie de consommation. Il n'y aurait pas un centime perdu pour les déposants. Vous voyez comment, par cet exemple, on peut arriver jusqu'à une logique d'une monnaie qui n'est plus que de la comptabilité, qui comptabilise les virements, les retraits, etc. Car c'est en réalité ce que fait la banque aujourd'hui. Mais comme nous avons la monnaie papier encore, nous avons l'impression que cette monnaie existe dans la caisse, qu'il y a un tiroir caisse dans la banque
avec cet argent-là. Mais chacun qui a un tout petit peu étudié le fonctionnement d'une banque sait que c'est très bien que ça n'est pas le cas. Bien sûr, si nous voulons lutter contre la tendance à l'accumulation de la monnaie, alors cela veut dire qu'il ne faut pas favoriser l'épargne, et cela soulève beaucoup de questions. Une des questions est bien sûr, mais qu'est-ce qui m'arrive si demain je n'ai pas de travail? Ou si je tombe malade? J'ai besoin de mettre de l'argent de côté pour ça. Or, la monnaie, pour être saine, elle devrait correspondre exactement, les droits à consommer devraient correspondre exactement au volume d'activité de l'économie à un moment donné. On devrait tendre le plus possible vers ça. Bien sûr, on ne sera jamais au centime près là-dessus, mais comme tendance. Nous pourrions arriver à cela si l'on considérait la monnaie non plus comme une marchandise, mais comme une donnée comptable, comme un droit à consommer. Et la crainte de l'avenir, qui fait qu'on dit « mais je dois épargner », elle vient d'un autre problème qui n'est pas monétaire. Et là, je distingue plusieurs facteurs sur lesquels je reviendrai juste à la fin. Et l'un de ces facteurs, c'est le facteur travail-rémunération, parce que c'est un problème de rémunération, de retraite aussi, et ça n'est absolument pas un problème monétaire. Et sinon, on allait jusqu'à regarder en même temps plusieurs aspects de l'économie, alors à ce moment-là, on se rendrait compte qu'on pourrait résoudre le besoin d'épargner d'une toute autre façon qu'en mettant de l'argent de côté. Alors, je ne dis pas qu'il faut pousser la chose totalement à l'extrême, et il peut exister une possibilité d'épargne. Mais dans ce cas-là, dans le mécanisme que je prévois, il y aurait une décote de l'épargne chaque année, à moins qu'on le prête à une entreprise qui a besoin d'emprunter. Sinon, la monnaie serait fondante, dans des proportions suffisamment décourageantes pour l'épargne. Peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise avec ça, parce que peut-être que vous avez vous-même un petit matelas quelque part dans le coin d'une banque avec un petit peu d'argent de côté pour les quelques mois, les quelques années à venir. Je le comprends très bien que ça ne nous mette pas à l'aise une telle proposition, parce que ça suppose une grande révolution de notre conception de l'économie et une grande révolution aussi dans le domaine de la rémunération et des retraites, etc. Mais si nous regardons l'intérêt global de l'économie et quels sont les facteurs de santé de l'économie, alors nous arriverons, à mon avis, à cette conclusion. Vous voyez, je vous parle uniquement de ce qui est la santé de l'économie, et dans la santé de l'économie doit être inclus une saine rémunération pour tout le monde. Je n'aborde pas cette question maintenant, mais je vais quand même tirer un trait dans cette direction avec un domaine de l'économie particulier qui est ce que l'on appelle l'économie non marchande. Avec l'économie non marchande, de quoi s'agit-il? Parce qu'au fond, la question sur laquelle je veux vous amener maintenant, c'est sur le fait qu'il est normal que les entreprises fassent des bénéfices. Le bénéfice n'est pas un problème en économie. Ce qui est un problème, c'est ce qu'on fait avec le bénéfice. On peut montrer, par un raisonnement tout à fait économique, et vous le trouverez dans mon livre, que le bénéfice est inhérent à l'économie, de même que la nature produit beaucoup plus de semences que ce dont nous avons besoin. Si nous sommes dans un système de production de semences
naturel, bien sûr. Je n'évoque pas certaines entreprises qui se sont accaparées le marché de la semence. C'est une toute autre histoire et c'est un tout autre drame de notre société. Je referme la parenthèse. L'économie est généreuse par nature. Si elle n'est plus généreuse, c'est qu'elle est malade. Et c'est aussi parce que nous ne savons pas orienter les bénéfices dans la direction qui convient. Et cette direction, elle n'est pas du tout la grande bulle de la spéculation, là où vont la plupart des bénéfices. Elle est vers l'économie non marchande. Cette économie non marchande, qu'est-ce qu'elle est? Vous la voyez sur le schéma. J'ai pris les services marchands, on est donc dans ce qu'on appelle le secteur tertiaire de l'économie. Vous avez les services marchands, par exemple les transporteurs, les commerces, les informaticiens, les comptables, etc., etc. Tout ce qui est du domaine des services et qui en Suisse représente plus de 75% de l'économie. Mais vous avez aussi d'autres services qui ne sont pas marchands. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Par exemple, j'ai mis ici la gendarmerie, qui est un service. C'est une nécessité qu'il y ait un ordre de circulation, un ordre public, etc., pour que l'économie puisse fonctionner. C'est un besoin de l'économie. Donc le gendarme fait un acte économique si on le regarde sous cet angle-là. On peut le regarder sous d'autres angles, avec d'autres lunettes. Mais avec des lunettes d'économiste, c'est très intéressant de regarder ce que fait un gendarme, ce que fait un secrétaire de mairie, ce que fait un enseignant, ce que fait un médecin, ce que fait un artiste du point de vue économique. Lorsque vous allez à un concert, lorsque vous allez à une conférence, lorsque vous allez à une pièce de théâtre, vous pouvez avoir des idées qui vous transforment dans votre travail, d'une façon tout à fait indirecte. Une œuvre de Mozart, une pièce de Molière, etc., peut vous donner des intuitions, des inspirations pour quelque chose, des idées. Moi, ça m'arrive régulièrement qu'en assistant à quelque chose de culturel, j'ai tout à coup des idées qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train d'écouter. C'est pas parce que je ne suis pas attentif, mais c'est que tout à coup, je m'ouvre à autre chose et que de nouvelles idées peuvent arriver. Et je ne suis pas le seul, beaucoup d'amis m'ont raconté ce vécu. Pensez aussi à l'acte économique d'un professeur qui, peut-être, par intuition comme ça, va faire quelque chose avec un enfant qui va changer fondamentalement quelque chose dans le parcours de cet enfant. Et peut-être que le fruit de cet acte-là ne se verra que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et il y a des choses que nous avons pu vivre dans notre enfance qui continuent à grandir, ou des choses que nous avons vécues lors d'une manifestation culturelle, ou d'un livre que nous avons lu, des choses qui continuent à cheminer en nous, qui nous accompagnent et qui grandissent en nous. Et là, nous sommes en face de quelque chose de très intéressant du point de vue économique. Vous avez à gauche la production d'un bien qui prend un certain temps. La production d'un bien se fait comme ceci, et ça arrive à un moment donné à la chaîne des valeurs ajoutées, s'additionne, se fait, et quand vous arrivez en haut de la courbe, c'est le moment de la vente, et à ce moment-là commence la consommation du bien. Et cette consommation, si c'est par exemple une salade, elle va se faire très très rapidement. Si vous avez un vêtement, cela prendra un peu plus de temps. Si vous avez du mobilier, quelques années de plus.
Si vous avez une maison, là on est sur des durées extrêmement longues. Mais tous ces produits, à un moment donné, sont soit consommés totalement, soit usés progressivement et nécessitent une restauration, un remplacement, etc. Avec la culture, il en est autrement s'il s'agit d'une véritable culture, pas d'une marchandisation de la culture comme on tente de le faire aujourd'hui. Avec la culture, les biens produits par la culture, comme j'ai essayé de les caractériser avec quelques exemples, ces biens-là continuent de croître. Ils n'ont pas une durée de vie limitée. Vous voyez qu'ils sont dans une situation totalement différente, et c'est en réalité pour cela qu'ils sont non marchands. Parce qu'on ne peut pas évaluer une prestation culturelle comme on peut évaluer le prix d'un stylo, d'une gomme, d'une voiture, etc. Ça, on peut très très bien le calculer avec une relative précision. Mais pour ces produits-là, un sourire à un moment donné qui va donner confiance à un enfant et qui lui donnera envie de continuer ce calcul qu'il n'arrive pas à faire, ce sourire, comment voulez-vous lui mettre un prix? Ce qui est la même chose pour une infirmière quand elle rentre dans la chambre d'un malade, etc. Et qui fera que le malade pourra retrouver plus facilement de l'espoir et de la santé et pourra retourner et agir dans l'économie autrement. Ça devient donc une valeur économique, mais qui ne peut pas être chiffrée de la même façon qu'un objet d'économie marchande. Là est la grande différence entre le marchand et le non-marchand. Et c'est un facteur de l'économie, de santé de l'économie, c'est un facteur de santé de l'économie que cette économie non marchande reçoit suffisamment d'argent pour vivre. Et cet argent est une forme à ce moment-là de contribution. Elle n'est pas un achat de prestation, elle est une forme de contribution. Certains parlent de don, je préfère le terme de contribution. Pourquoi ? Parce que ce terme existe déjà dans l'économie et qu'il n'a pas une connotation moralisante. Parce qu'il est très facile, si on a une certaine fortune, de créer une fondation et de dire je fais des dons comme ça. Or, je ne parle pas de dons philanthropiques. Je parle d'une nécessité économique. Et jadis, lorsqu'on parlait de l'impôt, avant que l'impôt soit devenu quelque chose de tout à fait impersonnel et imposé, on parlait de contributions. Il y avait les contributions directes et les contributions indirectes. Il faudrait retrouver un sens à cette notion de contribution et se dire que c'est une nécessité de l'économie marchande que l'économie non marchande soit en très bonne santé et qu'elle soit donc financée à partir des surplus de l'économie marchande. C'est-à-dire que vous voyez là le chemin que prendraient les bénéfices de l'économie marchande vers cette économie non marchande. Et là, vous avez la troisième circulation monétaire, qui est la monnaie de contribution. Et cette circulation monétaire, si vous voulez vous en faire une image, de voir à quel point elle est nécessaire pour la santé, vous pouvez la rapporter à une autre circulation qui se passe dans le corps humain avec le sang. Vous savez qu'avant la naissance, il y a une seule circulation dans le corps, c'est la circulation, la grande circulation, qui est en lien avec la circulation de la mère. Au moment de la naissance, se met en place une deuxième circulation qui va du cœur au poumon et des poumons au cœur. L'enfant
inspire, en inspirant, il prend de l'oxygène qui va régénérer le sang, et quand l'enfant expire, le gaz carbonique sort et évite une intoxication. Notre économie est intoxiquée parce que nous n'avons pas su mettre en place une circulation qui, pour l'économie non marchande, serait exactement de même nature que la circulation sanguine vers les poumons. Cette circulation monétaire, cette monnaie de contribution est donc une nécessité pour la santé de l'économie, et elle devrait être réglée par un troisième type d'institution que j'appelle les fonds de monnaie de contribution. Ces fonds seraient également soumis à un cahier des charges de service public, et je détaille beaucoup dans mon livre le fonctionnement et les règles auxquelles ces institutions seraient soumises. Ces fonds de monnaie de contribution donc seraient impulsés et gérés par la société civile, c'est-à-dire par les citoyens, vous et moi, et qui se doteraient des capacités d'agir dans ce domaine, et qui seraient contrôlés aussi par tout un système dans lequel agiraient les organisations non gouvernementales qui se spécialiseraient dans le domaine de la monnaie, de la protection de l'environnement et de la santé du corps social en général. Si vous suivez cette circulation monétaire, alors vous verrez que de l'argent viendrait vers un domaine qui en manque cruellement, le domaine non marchand, et notamment le domaine de la culture. Et vous voyez, c'est un paradoxe qui me laisse chaque jour pantois lorsque je vois des hommes politiques, des économistes défendre la thèse que l'économie va mal et qu'il faut donc sabrer là où ça ne rapporte pas, c'est-à-dire justement dans l'économie non marchande. Vous savez que c'est le mode de fonctionnement du Fonds monétaire international, et que ce mode de fonctionnement est repris par tous les gouvernements qui sont contraints, comme ça a été le cas notamment, on l'a vu, pour la Grèce, comme c'est le cas pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Irlande, pour le Portugal, bientôt pour la France, c'est déjà le cas, mais ça va s'accentuer, etc., etc. C'est-à-dire que la théorie économique dit, puisque ça coûte, alors il faut diminuer les budgets jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais on met l'économie sur la tête. L'économie n'est pas sur ses pieds de cette façon-là. C'est un raisonnement à courte vue. Parce que si nous avions cette circulation monétaire, cette troisième circulation, la monnaie de contribution, de l'argent irait vers ce domaine-là. Au lieu qu'on réduise les crédits, on les augmenterait, au contraire. Qu'est-ce que l'on ferait ainsi? On créerait des postes de travail qui sont extrêmement nécessaires. Regardez le nombre d'associations qui ne demanderaient qu'à engager des gens. Et or, justement, l'économie marchande n'a plus besoin de ces gens. Parce que l'économie marchande progresse, sa productivité augmente, et comme elle augmente, on n'a pas besoin des personnes qui jusqu'à présent occupaient ces postes.
Donc il faudrait que nous arrêtions de rêver qu'un jour il y aura le plein emploi dans l'économie marchande. Ce temps-là est terminé et c'est très bien ainsi. Cela libère l'homme pour d'autres tâches. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, bien sûr. Hein. Cela libère l'être humain pour d'autres tâches dont il y a cruellement besoin dans l'économie non marchande, où beaucoup de gens pourraient mettre leurs compétences à disposition dans ce domaine-là, ou acquérir de nouvelles compétences en se formant. Si vous regardez cela, vous verriez que le chômage disparaîtrait presque totalement, car il y a un autre domaine encore qui a besoin de personnes pour pouvoir accomplir les tâches qui sont nécessaires, c'est celui de l'agriculture. Une agriculture saine, non polluée, non polluante, a besoin de beaucoup plus de travailleurs. Et il est aussi nécessaire que les agriculteurs aient des conditions décentes de vie et des horaires de travail normaux. Vous savez qu'un agriculteur, en moyenne, travaille 1 fois et demie, 2 fois et demie plus qu'un autre travailleur, avec des conditions financières bien moindres. Ce n'est absolument pas normal. Nous avons besoin d'une agriculture saine, avec des agriculteurs qui ne sont pas surinvestis dans leur exploitation. Et si nous utilisons des modes de production non polluants, alors nous avons besoin de plus de monde pour travailler sur une exploitation agricole. Et si vous mettez bout à bout ces deux extrêmes, vous voyez le chômage lui-même n'a plus de raison d'être. Le chômage est un vrai problème, mais c'est une question mal posée. Économiquement, nous n'avons pas su poser l'équation du chômage d'une façon qui corresponde, qui soit inhérente à l'économie, et de ce fait-là, nous voyons le chômage croître, et il continuera de croître. Tant que nous ne réaliserons pas qu'il faut orienter les bénéfices des entreprises, ce qui suppose une structure de capital complètement différente, bien sûr, mais tant que nous n'aurons pas réalisé que les bénéfices des entreprises doivent aller financer cette économie non marchande, que c'est une nécessité d'équilibre, que c'est inévitable pour une dépollution de l'économie. Et vous voyez, c'est intéressant parce que nous voyons se rejoindre le thème dont la comparaison dont nous sommes partis, c'est-à-dire que nous avons comparé la pollution de la nature et la pollution de l'économie, et nous voyons que pour résoudre cette dépollution de ces deux domaines, eh bien, nous devons aller jusqu'à toucher les deux extrêmes, ce qui est aux extrêmes des trois secteurs, hein, c'est-à-dire, d'un côté, la frange extrême du secteur tertiaire, ce qu'on appelle le tiers secteur, là où on voudrait avoir de plus en plus de bénévolat au lieu de donner des salaires normaux aux gens, d'un côté, là où l'esprit humain doit être très très actif pour transformer la façon de travailler, et d'un autre côté, à l'autre extrême, nous retrouvons la pollution de la nature, et là, si nous dépolluons la nature, nous devrons aussi avoir davantage de monde qui travaille à cet endroit-là. Donc à ces deux extrêmes, nous avons la possibilité de dépolluer ces deux domaines et en même temps
nous faisons faire un pas considérable à notre façon de considérer le chômage. Et pour terminer, je voudrais simplement juste esquisser le fait que nous avons parlé d'un domaine aujourd'hui, c'est le domaine de la monnaie. Nous avons essayé de montrer comment la monnaie ne doit plus être marchandise et qu'elle doit sortir du domaine de l'économie. C'est une tâche extrêmement importante et c'est par elle qu'il faudrait commencer. Mais simultanément, nous avons 3 autres tâches, 3 autres facteurs de dépollution de l'économie qui agissent comme agissent les engrais pour augmenter les rendements dans la production agricole. Là, nous avons 4 facteurs qui agissent comme des phosphates, des nitrates, etc. Et vous avez le foncier immobilier sur lequel on devrait avoir une approche révolutionnaire dans ce domaine. Une autre approche révolutionnaire, c'est dans le domaine du capital-action et de la propriété du capital. Et le 4e domaine, c'est celui du travail qui devrait être vu, et quand je parle de travail, je parle de rémunération et de retraite également, et de contrats, etc. Tout ceci, je ne peux pas vous en parler là maintenant, ce serait trop long, mais ce sera l'objet du 2e tome de mon livre Dépolluer l'économie, qui traitera donc des 3 autres facteurs que nous n'avons pas pu aborder ce soir. On ne peut pas voir l'ensemble de toutes les questions qui se posent en une soirée, que c'est quand même un domaine très très complexe. J'ai essayé de vous dresser un tableau qui a touché certains aspects. Il y a encore bien d'autres aspects sur lesquels il faudrait travailler. Donc pour moi, la première chose qui serait nécessaire, c'est vraiment un travail de fond sur l'économie, avec une nouvelle forme de pensée de l'économie, que j'ai essayé d'esquisser là aujourd'hui, qui se fait en beaucoup d'endroits. On voit que ça émerge en beaucoup d'endroits, et je pense qu'il faudrait rassembler les forces pour aller quelques crans plus loin. Et une fois que les choses auront été suffisamment travaillées, alors je pense que les citoyens peuvent à ce moment-là se mobiliser pour obtenir certaines choses. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai écrit un livre que vous trouvez là-bas qui s'appelle « La démocratie évolutive », dans lequel il y a tout un volet d'économie. Cette notion d'évolutivité, pour moi, elle est très très importante. Parce que sinon, on peut aller vers un chaos, on voit très bien. Si on ne trouve pas des solutions évolutives, on va attendre soit le grand soir, soit le clash complet de la société, et on sait très bien que ce genre de choses n'apporte pas les solutions qu'on attend. Donc, ici en Suisse, nous avons une grande chance. Je dis nous parce que je suis franco-suisse. Donc, nous avons une grande chance parce que nous disposons de la démocratie directe. C'est-à-dire que nous pouvons demander certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est facile parce qu'en face, vous avez des moyens publicitaires et de pression énormes. Or, pourtant, les citoyens suisses ont su montrer à certains moments qu'ils savaient garder leur cap. Notamment le fameux 6 décembre 1992, où alors que tout le monde les incitait à voter dans la direction d'adhérer au mécanisme européen, ils ont dit non à la surprise générale. Regardez la dernière votation sur les revenus des patrons d'entreprises. C'est le peuple qui l'a voulu. C'est peut-être pas idéal, c'est peut-être pas, etc., mais c'est quand même un fait. Aujourd'hui, ce matin, François Hollande vient de décider d'abandonner cette proposition alors qu'il l'avait mise dans son programme. Intéressant, comparé.
Ça veut dire que le peuple a la possibilité, mais si on voulait demander tout de suite, et là je voudrais préciser que dans mon livre qui va sortir, donc celui que vous voyez là, la couverture, eh bien, dans ce livre, je détaille jusque dans le fonctionnement des banques les mécanismes. Et je vais jusqu'à des propositions très détaillées, article par article, d'un nouveau système monétaire international. Donc, ça va, il y a déjà de quoi se mettre sous la dent avec ça. Hein. Et je profite de préciser que, à mon avis, c'est une question pour faire la transition écologique. C'est cette question-là qu'il faudrait aussi actionner, parce que les causes de la pollution de la nature sont multiples, mais la principale, elle est quand même économique. C'est-à-dire une volonté d'augmenter les rendements, etc. C'est-à-dire une industrialisation de la nature. Hein. Donc, c'est pour ça que, pour moi, d'agir sur la dépollution de l'économie d'abord, et presque... Bon, il faut parer au plus pressé dans la nature, mais je pense que le système est capable de rebondir et d'inventer d'autres stratégies, même s'il met en place, comme en France, le Grenelle de l'environnement, etc. Hein, qui sont, on le sait, beaucoup de poudre aux yeux. Bon. Donc, comment faire maintenant? Et c'est là que je rejoins la notion d'évolutivité. C'est à mon avis, il faudrait faire reconnaître socialement, sociétalement, le droit à l'expérimentation. Que ça devienne un facteur de notre culture, le droit à l'expérimentation. Et que, de ce fait-là, on ne cherche pas à créer un système total, je n'ai pas dit totalitaire, hein, mais total pour tout un pays, ou pour toute une zone monétaire comme l'euro, de dire maintenant, oui, le système proposé, les 3 circulations monétaires, formidable, on va passer à ça. Je n'y crois pas. Par contre, je crois à la possibilité d'expérimenter. Ça voudrait dire que, concrètement, et là je pense notamment à la Suisse, parce qu'elle en a les moyens, il serait possible de proposer une loi, après avoir travaillé la question à fond, hein, de proposer une loi qui mette sur pied des organismes, des instituts monétaires, donc banques de monnaie de consommation, instituts de financement et fonds de monnaie de contribution, en tant que service public, à titre expérimental, et on verrait à ce moment-là quels citoyens iraient vers ces organismes et si l'expérience suscite un intérêt suffisant dans la population. Service public, ça veut dire financé avec de l'argent d'État. Mais le peuple suisse a la possibilité législative, s'il travaille bien la question sur le fond, de proposer un texte raisonnable. Ça veut dire qu'il y ait des chances de passer. Pas un texte qui veuille faire l'idéal absolu, mais quelque chose de faisable. Et à ce moment-là, ça servirait d'exemple pour le monde. La Suisse a une double capacité pour faire ça. La première, je l'ai mentionné, c'est la démocratie directe. La deuxième, c'est que la Suisse a une balance commerciale qui est excédentaire. Un pays qui ferait ça avec une balance commerciale déficitaire, il aurait beaucoup de mal à arriver à un seuil critique qui montre que l'expérience crée une monnaie forte, une monnaie solide, qui n'est pas soumise à fluctuation, et que donc cette monnaie sert de monnaie d'échange à l'international pour les importations. La Suisse, elle, ayant une balance commerciale excédentaire, a la possibilité de faire ça et a un terrain solide pour faire ça. Donc elle a un double avantage qui fait que, à mon sens, ça vaudrait la peine de creuser cette question, de faire des groupes de travail
pour faire cette chose. Et j'ajouterai juste une chose pour montrer que l'impossible est possible. Hein. Comme disait Mark Twain, des innocents ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils l'ont faite. Vous connaissez la phrase. Hein. Eh bien, soyons un peu comme ces innocents. Et la chose que je voulais ajouter, c'était quoi? Ça m'échappe. Oui, la Suisse a aussi montré un autre exemple, c'est la possibilité de renverser les modes d'attribution de subventions à l'agriculture. Et ça, c'est quoi? C'est un paysan qui s'est levé un matin et qui a dit « je vais le faire ». Il a réuni les gens, il a fait un comité d'initiative et il a fait voter cette loi qui a inversé les flux de subventions vers l'agriculture biologique, alors qu'avant, elle n'allait pas vers là, elle allait vers l'agriculture conventionnelle. Ça semblait impossible, une chose comme ça. Mais regardez comment cette chose a été faite et que ça fait croître l'agriculture biologique d'une façon remarquable en Suisse. Donc ça, des choses comme ça, ça me donne de l'espoir, et je me dis, le temps travaille avec nous, la déconfiture de la finance internationale travaille avec nous, donc elle travaille avec nous dans le sens que plus elle va mal, plus des idées comme cela ont des chances de trouver leur chemin. Nous avons un déficit de la formation tout court, ou la formation culturelle, qui commence avec l'école et qui continue à l'université et pendant toute la vie. Hein. Nous avons un déficit parce que la formation est orientée vers le modèle engendré par la pensée unique. Et donc, il est très très important qu'une multitude de chemins s'ouvrent au lieu de cette voie unique qui est tracée par l'économie, par les besoins de l'économie. Donc, si on veut résoudre la question du point de vue économique, c'est-à-dire comment du point de vue économique agir pour une amélioration de la créativité humaine, parce qu'il s'agit de ça, c'est la créativité qui manque, hein, pour pouvoir agir dans ce domaine-là, il est nécessaire que de l'argent puisse aller vers le domaine de l'économie non marchande. Donc pour moi, agir à ce niveau-là, c'est agir du point de vue économique dans un sens très très humain. J'appelle l'économie dont je parle, je l'appelle l'économie à valeur ajoutée humaine. Et j'ai longtemps réfléchi parce que c'est un ami qui m'a dit « Pourquoi tu ne dis pas économie à valeur humaine ?» Il m'a proposé ça comme titre un peu générique pour cette économie. Économie à valeur humaine. Puis j'ai réfléchi longtemps et je me dis « Économie à valeur humaine, c'est ambigu. » Ça suppose une sorte d'idéal moral. Et je pense que ce n'est pas à l'économie d'avoir un idéal moral. Je pense que si l'économie agit selon les lois de l'économie, elle est morale. Vous comprenez? Ça, c'est pas facile à saisir. On croit que l'économie est immorale parce que nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans l'économie. Mais ce n'est justement pas l'économie. L'économie est solidaire par nature. Je prends un exemple. Je sens que ça fait froncer quelques sourcils. C'est très très important d'arriver à penser autrement aujourd'hui. Le simple acte économique ne peut être que solidaire. Quelqu'un qui produit des gommes avec une machine qui peut faire 100 000, 200 000 gommes à l'heure, ne produit pas pour lui. Il produit pour les autres.
lui-même, il va utiliser la production, dans toute sa vie, il va peut-être utiliser la production d'une seconde, ce que produit la machine en une seconde. Tout le reste est produit pour les autres. Dans l'économie, nous produisons toujours pour les autres, à 99%. C'est-à-dire que l'économie ne peut être économie que si elle est solidaire. Quand on parle d'économie solidaire, on fait au fond un pléonasme. Je comprends qu'on veuille le faire. Je comprends qu'on veuille parce que on a tellement un manque de solidarité aujourd'hui, mais j'aurais toujours beaucoup de mal à dire là il y a l'économie solidaire et là il y a l'autre économie. Je ne ferai jamais ça. Donc je veux dire que si à un moment donné nous n'agissons pas dans les sens des lois de l'économie qui sont la solidarité, que je dépends des autres pour pouvoir vivre, c'est les autres qui vont me fournir ce dont j'ai besoin, et moi je vais leur fournir ce dont ils ont besoin, avec d'autres. Si on ne voit pas que ça c'est le geste fondamental de l'économie, et c'est là qu'est la santé de l'économie, alors à ce moment-là, on fait par exemple comme en France, où on crée un ministère de la solidarité. On a créé un ministère de la solidarité, c'est très bien. Laissez-nous nous occuper des choses sérieuses de l'économie marchande. Vous avez toute une organisation de l'économie solidaire. Travaillez de votre côté, laissez-nous continuer. Et moi, je pense que c'est respecter ceux qui travaillent dans l'économie marchande que de les reconnaître comme étant en allemand on dit Mitmenschen, nos compagnons, ils sont aussi dans la solidarité avec nous. Donc ça, c'est un aspect où il me semble qu'il faudrait qu'on change nos raisonnements, c'est-à-dire qu'on aille plus loin dans la façon économique de chercher les choses, parce que dans l'économie sociale et solidaire, à mon sens, même s'il y a énormément de bonne volonté, il y a aussi un déficit de la pensée économique. Et là, je rejoins la deuxième partie de votre question et l'intervention de Georges. Je vais encore vous surprendre, peut-être, je suis désolé, mais bien sûr, il y a toutes ces initiatives qui sont faites avec les monnaies locales. Je les connais, je les ai étudiées de très près. Et j'apprends cette initiative, très bien, de dire on va redonner à la Banque nationale le pouvoir de création monétaire au lieu en l'enlevant aux banques privées. Peut-être ce sera un mieux dans l'immédiat, mais il faudrait vraiment regarder dans le détail. Mais ce que je vous propose de regarder d'abord, c'est que le mode de raisonnement est le même. Le mode de raisonnement n'a pas changé. Et c'est ce qu'on a souvent avec les monnaies parallèles. Et là, il faudrait vraiment passer une soirée à détailler ça. C'est que on raisonne de la même façon que raisonne le système actuel avec la création monétaire. On le fait dans d'autres buts. On a un but social et solidaire. On a un but local. Tout ça est vrai. C'est très bien aussi pour se familiariser avec les questions monétaires. C'est très bien et j'ai rien à dire contre toute expérience sociale. Et si on veut regarder d'un point de vue économique, il faut se demander comment penser autrement et comment ne pas créer des monnaies avec le même mode de pensée que celui qui préside à la création monétaire actuelle.
l'économie contient sa propre logique intérieure qui, à la fin, ne peut que aller dans le sens des idéaux que l'on a par ailleurs, mais que l'on formule d'une façon morale. Quand on dit solidarité, partage, etc., on formule des idéaux moraux qui ont toute leur valeur. Mais l'économie, pour moi, je précise ça a une valeur dans nos comportements individuels. Si on regarde maintenant comment agir dans la macroéconomie, comment agir dans l'économie en général, alors à ce moment-là, nous ne pouvons pas, à mon sens, mettre de jugement moral en se disant ça va agir et ça va mettre des choses, je termine juste, ça va agir et mettre des choses à leur place. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que l'économie a sa propre logique interne. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui est contre l'essence même de l'économie, alors l'économie entre en déséquilibre. Elle se désorganise et à un moment donné, elle vous présente l'addition. Vous devez payer la facture. C'est ce que nous faisons actuellement. Et vous pouvez regarder partout, l'économie, c'est une loi infaillible de l'économie. C'est que parce que l'économie a besoin fondamentalement d'équilibre, que tout soit équilibré. Si l'économie n'est pas équilibrée, à un moment donné, c'est parce qu'on a introduit un facteur de désorganisation, et à un moment donné, l'économie vous présente la facture, et cette facture, on le voit aujourd'hui, elle est de plus en plus salée. Voilà ce que je voulais préciser. Allez-y. Oui, je suis d'accord avec vous. Là-dessus, et puis au niveau des lois, c'est vrai qu'il y a des lois économiques. Moi, j'avais enseigné il y a 20 ans, 30 ans, à l'université, j'avais enseigné une nouvelle économie déjà à l'époque. Donc, où on voyait bien les lois économiques, mais prises d'une façon nouvelle, avec une approche tout à fait nouvelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'orthoéconomie, orthologique ou des choses comme ça. Donc, c'était il y a 30 ans, et puis ce qui avait été dit à l'époque, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas pu inverser les choses. On a bien discuté avec des banquiers suisses de haut niveau, mais le système, il n'a pas changé. Enfin, toujours est-il que... Mais actuellement, on est en train de créer de la monnaie aussi à côté, là, à Annemasse, une nouvelle monnaie. Et justement, je voudrais introduire à ce niveau-là des notions. On peut faire cette création monétaire en ayant des règles éthiques par rapport à ça. Parce que si on produit de la pollution, c'est solidaire aussi, mais c'est négatif. Donc là, il y a des critères humains à mettre en place par rapport à l'économie. C'est pas de produire n'importe quoi ni n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. Oui. Là, il y a des critères. Et ça ne fonctionne pas automatiquement, même s'il y a des lois économiques, oui. Mais ça peut produire n'importe quoi. Bien sûr. Mais ce qu'il faudrait regarder, c'est pourquoi. Parce que, vous voyez, moi j'ai l'impression que nos diagnostics ne vont jamais suffisamment loin. C'est peut-être un peu fort comme je le dis comme ça, je m'en excuse, mais c'est parce que j'observe beaucoup ce qui se passe dans le domaine économique et dans le domaine de l'économie alternative. Je suis en contact permanent avec ce domaine-là. Et je pense qu'à bien des égards, nous ne faisons pas ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'on ne va pas suffisamment loin dans le diagnostic. Et alors on met en place des stratégies, et j'ai appris d'une personne que je respecte beaucoup, qui s'appelle Marshall Rosenberg. Vous connaissez peut-être, communication non violente. J'ai participé à un séminaire avec lui, et ça a été pour moi un peu une découverte, de voir à quel point il insistait sur le fait de ne jamais mettre en place une stratégie avant d'avoir éclairé ce qui précède. Parce que sinon, on dilapide ses forces et on peut avoir des choses très contre-productives. Et je crains que dans les milieux de l'économie alternative, qui sont portés par un enthousiasme phénoménal, qui me donne beaucoup d'espoir,
Mais cet espoir est sérieusement tempéré en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'on s'engouffre dans des stratégies qui ne reposent pas sur une analyse suffisante de l'économie, qu'on court-circuite une étude profonde de l'économie, et qu'on se met à ce moment-là à mélanger des domaines qui sont de nature de l'éthique individuelle, que l'on veut placer dans des comportements de groupe. Et ça, c'est une chose qui, à mon avis, ne fonctionnera jamais.